Je vous propose ce soir de continuer et de finir le thème de l'agriculture que nous avions commencé la dernière fois sur l'Église et l'agriculture, que ce que pense l'Église dans son magistère ordinaire, soit donc les papes, soit les évêques. Donc, nous avions vu la dernière fois des documents officiels des papes et des évêques. Et je vais vous proposer donc de continuer avec le commentaire du père Fahey, Denis Fahey, qui a écrit un livre qui a été traduit pour la première fois aux éditions Saint-Rémy, l'Église et l'agriculture. Donc cette fois-ci, je voudrais voir le deuxième point, qui est l'agriculture libérale ou l'agro-industrie alimentaire, donc moderne. En résumé, cela tient en trois mots: la désintégration, la désorganisation, la mécanisation. Tout d'abord, la désintégration de la société. La société devient une termitière. C'est-à-dire que chaque individu travaille pour lui-même. Il n'y a plus le sens du bien commun. Il n'y a plus cette volonté de travailler ensemble. Chacun travaille un peu pour soi. C'est la loi du plus fort, et donc cela détruit l'ordre naturel. Je rappelle régulièrement ce que c'est que l'ordre naturel, parce qu'on a perdu complètement ces notions d'ordre naturel. L'ordre naturel dans la société, et l'ordre naturel il est à différents niveaux, mais au niveau des hommes, au niveau de la société humaine, l'ordre naturel est constitué par trois ordres hiérarchiques. Le premier ordre, qui est l'ordre sacerdotal, composé des évêques et des prêtres et des moines. Si vous voulez, c'est l'ordre de ceux qui prient, les priants, les orants, comme on disait au Moyen-Âge. Le deuxième ordre, si vous voulez, étage de la société qui vient en dessous, c'est l'ordre de la noblesse, qui contient évidemment le roi, mais pas seulement, tous les chevaliers et les membres de l'administration de l'État. Enfin, le troisième ordre, qu'on appelait sous l'Ancien Régime le tiers-État, composé donc des paysans, des artisans et des commerçants, c'est l'ordre laborieux, l'ordre de ceux qui travaillent pour fournir à l'ensemble de la société ce dont elle a besoin. Donc l'unité organique de la société repose sur trois principes. Elle est personnelle, elle est fonctionnelle, elle est héréditaire et agraire. La propriété personnelle est constitutive de l'unité organique de la société, à tous les niveaux. Cela engendrait des responsabilités sociales vis-à-vis, évidemment, de toute la société. Mais cela permettait à chacun d'avoir une identité personnelle qui se concrétisait par un statut social stable, une reconnaissance sociale. On savait qui on était, on savait quel était notre rôle dans la société. Cette organisation révolutionnaire qui consiste à vous faire changer 15 fois de métier en l'espace de 20 ans, fait que vous n'avez plus d'identité, vous n'avez plus de statut. Vous êtes un esclave, corvéable à merci, à qui on peut tout demander. Vous n'êtes plus rien. Alors que dans l'organisation de la société
dans l'ordre naturel, chacun a sa place, chacun a son identité propre, chacun a sa propriété personnelle, chacun a son métier, chacun a sa fonction. Cette fonction, elle est familiale puisqu'elle est en grande partie héréditaire, même pour les métiers. Pour détruire ça, eh bien, la Révolution a intronisé l'argent. La Révolution qui a utilisé l'économie libérale au XIXe a intronisé l'argent pour détrôner la propriété. La qualité de la personne, son statut social s'efface pour laisser la place d'abord à la quantité de biens qu'elle possède, puis à la quantité d'argent qu'elle possède. Donc, plus on avance, plus la propriété se dégrade. Ce n'est plus le statut, ce n'est plus les biens qu'elle possède, ça devient l'argent qu'elle possède. Et donc c'est la royauté de l'argent. C'est la dictature de l'argent. L'argent n'est pas roi, l'argent est tyran. L'argent est dictateur. Et ceux qui le servent sont ses esclaves. Loin de libérer l'homme, le libéralisme économique en a fait un esclave de l'argent. L'aristocratie dégénérée de la fin de l'Ancien Régime a donné naissance, si vous voulez, à une nouvelle race d'hommes qui est la bourgeoisie plutocrate, révolutionnaire et donc républicaine. L'aristocratie était fondée sur la distinction des meilleurs, la distinction de ceux qui recherchaient le meilleur, le plus spirituel, le plus honnête, le plus digne, bon, ce qui n'était pas exempt d'orgueil pour beaucoup, mais au moins ça avait le mérite de rechercher les biens spirituels. Cette aristocratie, à partir du moment où elle a été contaminée, si vous voulez, par la franc-maçonnerie, puisque la franc-maçonnerie a complètement pénétré cette aristocratie jusqu'à la cour de Versailles. Vous savez, ce mot fameux de Marie-Antoinette qui disait qu'à la cour de Versailles, tout le monde était franc-maçon. Et la franc-maçonnerie est une usine, est une industrie pour faire des juifs de synthèse. Et donc en fait, cette aristocratie est devenue complètement judaïsée et propre à faire la révolution avec les bourgeois. Évidemment, ce n'était pas la totalité, bien évidemment, de l'aristocratie. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais de fait, il y a une décadence. La révolution n'est pas arrivée par hasard. Elle n'est pas arrivée un beau matin, dans un ciel serein, où toute la société était pieuse et en ordre, et qu'il n'y avait pas de problème. C'est pas comme ça. Donc, l'argent est devenu roi, est devenu tyran, est devenu dictateur. Avec l'argent arrive, aussitôt après, la révolution industrielle, grâce à la mécanisation. Alors là, c'est le règne de la machine. Mais l'argent va avec la machine. C'est la destruction totale du statut social, et celui qui était reconnu comme artisan, comme commerçant, comme paysan, ne devient plus qu'une paire de bras, c'est-à-dire un prolétaire, qu'on va arracher à la terre, qu'on va arracher à sa propriété, qui ne sera pas propriétaire de son logement, qui va être complètement déraciné, sans cadre, sans référence,
autre que les syndicats qui vont les prendre en charge. Alors pour le bien, parce que dans un premier temps, les syndicats, je vous le rappelle, ne sont pas une création de gauche. Les syndicats sont une création des catholiques sociaux. Donc, ils sont bien, effectivement, une espèce d'ersatz, si vous voulez, de corporation, une espèce d'ersatz de statut. Mais ils ne remplaceront jamais le tiers-État. Et ensuite, la gauche va s'en emparer pour l'utiliser au service de la lutte des classes. Ce sont de nouveaux cadres, comprenez-le bien, ce sont des cadres totalement artificiels et qui ne recréent pas l'unité organique de la société. Le prolétaire restera un prolétaire. Alors que celui qui faisait partie du tiers-État sous l'Ancien Régime associait sa terre à son travail, et tout cela chapeauté, tout cela organisé par un art de vivre. Alors ça, cette expression du Perfait est absolument extraordinaire. Je vais vraiment souligner avoir eu ce génie de trouver cet élément capital qui fait toute la différence entre un prolétaire et un charpentier de l'Ancien Régime, ou entre un prolétaire et un menuisier de l'Ancien Régime. C'est-à-dire que le menuisier, le ferronnier, tous ces métiers avaient un art de vivre. Et le prolétaire ne vit plus. Le prolétaire est une machine qui fait toujours le même geste dans une chaîne industrielle, et donc il n'a plus aucun art de vivre. L'artisan, qui n'était pas un ouvrier, l'artisan de l'Ancien Régime avait un art de vivre. La mécanisation et l'argent vont détruire tout cela, c'est-à-dire vont détruire la terre, vont détruire le travail, vont détruire l'art de vivre. Pour ce qui concerne l'agriculture, cet art de vivre, selon l'ordre naturel de l'agriculture, consistait à collaborer avec la Providence pour optimiser la nature en se soumettant à ses lois et en respectant l'organisation de la nature. Aujourd'hui, on a un terme pour exprimer cela, c'est le respect des écosystèmes, qui est bien au-delà du simple terrain qu'on laboure. On s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait un équilibre entre la faune, la flore et tous les êtres vivants qui étaient dans un lieu. Si on déséquilibre une espèce, ou si on déséquilibre une partie, eh bien, il y a des conséquences sur le tout. Donc l'essence de l'idée industrielle n'est autre que la production, à savoir que la conversion d'un bien naturel par des moyens techniques. Donc un bien naturel, c'est un bien qui a été produit par la nature, qui n'a pas été produit par l'homme, qui n'a pas été transformé par l'homme. Et la pomme sur le pommier, c'est un bien naturel. Le raisin dans la vigne, c'est un bien naturel. Donc, la révolution industrielle va s'emparer des biens naturels pour faire de l'agriculture une véritable industrie. Et l'objectif suprême de cette révolution industrielle qui va inaugurer ce qu'on appelle l'âge mécanique, eh bien, pour ce qui est de la finance, ça va être la transaction. L'objectif du commerce, c'est le chiffre d'affaires. L'objectif des transports, c'est la vitesse de circulation des biens, etc., etc.
plus on augmente la quantité à produire, plus on va le faire au détriment de la terre, du travail et de l'art de vivre. Dites-vous bien que nous sommes sortis de l'âge mécanique, il faut quand même en avoir conscience. L'âge mécanique, justement, c'était la révolution industrielle, c'était l'industrie. Pourquoi nous voyons toutes nos industries se casser la figure, fermer ses portes, déposer les bilans? Parce que nous avons quitté l'âge mécanique. Nous avons quitté l'âge industriel pour rentrer dans l'âge numérique. L'âge numérique, eh bien, ne fait que développer, que démultiplier tous les aspects négatifs de l'âge industriel. Pour augmenter la quantité d'objets produits, pour augmenter la vitesse à laquelle on les produit. Comprenez bien, j'ai pas besoin de m'étendre sur ce qui est d'expérience de tous les jours, le fait de communiquer par Internet, d'interconnecter les ordinateurs, d'interconnecter des robots, des machines à Internet, permet évidemment d'aller beaucoup plus loin dans cette course à la vitesse et à la quantité. La ferme devient alors une usine de produits alimentaires. Et au lieu d'allier la terre, le travail et l'art de vivre, on va allier la chimie, la mécanique et l'informatique, en vue d'alimenter les citadins via les supermarchés qui vont proposer des quantités de gros, et qui vont aux agriculteurs, qui vont acheter en très grosse quantité, ce qui va mettre sur ces mêmes agriculteurs une pression économique terrible qui va les entraîner dans une spirale infernale d'endettement et de misère, parce que les biens qu'ils produiront, ils seront forcés et contraints de les vendre à très bas prix. Et plus la quantité des biens alimentaires augmente, plus la qualité diminue, voire ils deviennent même nocifs pour certains d'entre eux. Je pense aux pommes en particulier, enfin renseignez-vous, les pommes et beaucoup de fruits non seulement n'ont plus de goût, non seulement ne sont plus que de l'eau, mais en plus sont des concentrés de pesticides. Donc voilà le résultat. L'utilisation de la physique, de la chimie et maintenant de l'informatique pour gérer les sols et les animaux sont un autre aspect de cette révolution industrielle. On utilise des engrais de synthèse, des farines animales et des robots informatisés qu'on programme à l'avance. Mais maintenant, il y a des robots pour traire les vaches, donc et on n'a encore rien vu. Ce qui arrive après sera beaucoup plus développé encore. Donc l'objectif de tout cela, c'est la rentabilité. C'était la rentabilité du temps de l'âge industriel. Maintenant que nous sommes rentrés dans l'âge informatique, dans l'âge numérique, eh bien, le but c'est la compétitivité. La compétitivité à cause de la concurrence européenne, qui met évidemment une pression d'autant plus grande sur les agriculteurs comme sur les industries. C'est le diktat du prix de revient, du profit. C'est considérer la ferme comme une usine et assimiler l'agriculture au commerce, et cela engendre nécessairement une perte significative de la qualité. Le but réel de l'agriculture est de produire des aliments de qualité pour la bonne santé des autres membres de la société. Les conditions pour
Arriver à ce but, c'est la fraîcheur des aliments et la fertilité des sols vivants. Les sols vivants. Oui. Pour que les hommes de la nation soient en bonne santé, il faut que les aliments qu'ils mangent, que ce soit les viandes ou que ce soit les légumes, proviennent de sols vivants. C'est absolument nécessaire pour avoir tous les éléments dont le corps humain a besoin pour bien se porter. C'est très important et je vais revenir sur cette notion-là, parce que ça, il faut l'expliquer aux enfants. C'est pas du tout difficile à comprendre. Moi, si on m'avait expliqué ça quand j'étais petit, au lieu de m'asséner des dogmes biologiques, c'est comme ça, c'est, si vous voulez, bon, on y adhère parce qu'on fait confiance aux parents, mais je veux dire, c'est quand même pas difficile d'expliquer comment fonctionne un sol. On avait des cours dans l'école primaire sur la nature, on allait même dans les jardins regarder les fruits, etc. On étudiait le pistil des fleurs et tout. Donc, on enseigne à des enfants comment fonctionne la nature. Pourquoi on n'enseigne pas comment fonctionne le sol? Vous voyez, il faut vraiment avoir cette transmission du sol vivant. L'alimentation devrait être la priorité numéro 1 d'une nation, parce que la santé publique en dépend, mais non seulement la santé publique, mais le dynamisme d'une économie. Parce que si des hommes en bonne santé, forcément, vont être entreprenants, vont avoir des idées, vont avoir, si vous voulez, plus de force, plus de persévérance, plus d'élan pour développer l'économie. Et aussi la solidité de la défense nationale. Quand on voit la dégénérescence des corps des jeunes, ne serait-ce qu'il y a, dans les années 80, quand j'ai fait mon service militaire, mais c'était hallucinant, le nombre de garçons qui étaient G3, qui avaient des problèmes de scoliose, on était tous mal fichus, quoi. Je veux dire, il y avait un certain nombre de garçons qui étaient bien portants, mais sur toute la population, vous voyez, on voyait très bien que les corps n'étaient plus du tout aussi solides qu'avant. Ben ça, c'était lié directement à la nourriture. Donc la nourriture, la mauvaise qualité des aliments ont des répercussions jusque dans nos armées. C'est évident, ça. On n'y pense pas, mais pourtant, c'est une relation directe. Aucune communauté, même la mieux organisée et la mieux équipée, ne peut prospérer longtemps aux dépens de ses agriculteurs. C'est pourtant ce qu'ont essayé de faire nos sociétés modernes occidentales industrialisées, en s'assurant des approvisionnements abondants et sous-payés, sans prendre part à la peine ni au risque de l'agriculture. Par leur déracinement, les citadins ont eu tendance à retourner au nomadisme prédateur des barbares, qui ont toujours pillé les agriculteurs. Et pour illustrer cette réflexion, je vous renvoie un film d'actualité, puisqu'il vient de sortir aujourd'hui en salle une nouvelle version des 7 mercenaires. Alors je ne sais pas ce qu'elle vaut, je ne l'ai pas vue évidemment, mais je ne connais que l'ancienne avec Yul Brynner. Je vous conseille vivement, voyez, de revoir ce film avec la grille de lecture que je viens de vous donner. Il y a des réflexions extraordinaires, il y a des dialogues dans ce film qui sont percutants. Je pense en particulier à la leçon que donne Charles Bronson, un petit garçon dont le père est agriculteur dans le village, et il admire, si vous voulez, la vie de ces justiciers, et il méprise son père. Il se reçoit une paire de claques de la part de Bronson, qui lui fait une réplique pour lui dire que son père est admirable et que son père lui est bien supérieur. Voyez, donc là, il y a un message dans ce film qui est très intéressant. Je ferme la parenthèse. Donc, concrètement, l'industrie agroalimentaire plus les supermarchés, ce sont les barbares pilleurs modernes qui viennent prendre
chez les agriculteurs en ne les payant quasiment pas. Troisième point, les engrais de synthèse ont tué les sols. Nous voulons être des défenseurs de la vie, nous luttons contre l'avortement parce que l'avortement, évidemment, s'attaque à la vie humaine dès son début, et c'est très bien, mais il aurait fallu aussi pousser le combat pour la vie jusqu'à la défense des sols vivants, parce que la vie est aussi dans les sols. La vie est à tous les niveaux de l'ordre naturel, et de la vie des sols dépend la vie des hommes. Le fait qu'on n'ait pas défendu, ou trop mal défendu, la vie des sols, bien fait que les hommes en pâtissent. Maintenant, il faut rendre hommage aux premiers agriculteurs biologiques qui ont payé de leur personne, puisque au début des années 70, ne pas vacciner ces animaux, ne pas utiliser les engrais, enfin surtout les vaccinations, étaient passibles de prison, et beaucoup ont fait de la prison pour ne pas vacciner leurs vaches. Vous voyez, à l'époque, il n'y avait pas de subvention de la part du ministère de l'Agriculture. Aujourd'hui, les choses ont changé, mais si les choses ont changé, c'est grâce au combat de ces agriculteurs courageux des années 70 qui étaient très peu nombreux. Alors commençons par essayer de comprendre ce que c'est que l'humus ou le compost et ses fonctions. Donc le compost ou l'humus est une masse d'organismes vivants. Voilà. La définition que nous donne le père Fahey, qui est excellente. Quand on a compris ça, on a compris ce que c'est qu'un sol. Une masse d'organismes au pluriel vivants. La vie élémentaire prépare l'humus pour qu'il soit nourrissant et assimilable par les végétaux. Et il n'y a que cette vie-là qui peut le faire. Et l'homme, en voulant intervenir de manière artificielle, de manière mathématique, chimique, avec ses équations chimiques, a tout détruit. Alors, quelle est cette vie alimentaire ? D'abord, dans l'ordre, les champignons. Et pour qu'il y ait des champignons dans le sol, il faut qu'il y ait du bois dans le sol. Il faut qu'il y ait des brindilles. Il faut qu'il y ait toutes sortes de bois morts pour que les champignons puissent se développer à l'intérieur de la terre. Les algues, bon, on ne peut pas mettre des algues partout, mais les algues sont très très bonnes pour l'agriculture. Tous les paysans du bord de mer vont chercher les algues pour mettre dans leur potager. Et enfin les bactéries et les vers de terre, qui sont aussi vivantes. Les bactéries sont vivantes, et les vers de terre, évidemment, qui ont un rôle absolument essentiel et important dans la circulation, vous voyez, dans la circulation des éléments, dans la circulation des aliments. Parce que le ver de terre vient du fond, il remonte à la surface et ensuite il replonge. Donc il y a un va-et-vient qui fait que, eh bien, il fertilise comme ça l'humus. Et ils peuvent apporter aux végétaux tous les éléments les meilleurs et les mieux assimilables pour eux, et après, les végétaux se développant de manière correcte et riche, peuvent bien nourrir les hommes. L'homme, lui, doit accompagner et coopérer avec cet ordre naturel du sol et de ses lois, et non pas imposer au sol des théories scientifiques qui ne tiennent pas compte de cette vie, voire même qui entrent directement en conflit avec elle. Les produits de synthèse nourrissent les plantes directement par une solution soit vaporisée, soit diluée par la pluie dans le sol, et qui dilue les éléments dans le sol. L'humus
lui, nourrit indirectement les végétaux par tous les micro-organismes qui se servent de lui pour se nourrir. Ces organismes vivants finissent par mourir et pourrir. Les éléments provenant de leur décomposition constituent le meilleur et le plus complet des aliments pour les végétaux, et cela de manière permanente. Et j'insiste sur le terme permanent. Les éléments nutritifs qui sont dans l'humus grâce à cette décomposition des êtres vivants qui l'habitent sont là tout le temps. Donc la plante peut l'absorber quand elle veut, autant qu'elle veut, et c'est à disposition. Et en quantité appropriée. Les plantes ainsi nourries développent un puissant système de racines et croissent vigoureusement. Elles luttent mieux contre les parasites et contre les maladies. Elles sont robustes et indifférentes aux intempéries. Par les engrais chimiques de synthèse, les constituants se dissolvant dans le sol avec la pluie, ou sont vaporisés, instantanément, une inondation de nutriments artificiels sont libérés et absorbés tels quels par les végétaux sans transformation. Et voilà le problème. Il est là, le problème. Les éléments nutritifs artificiels sont absorbés sans transformation. Et au passage, les champignons, les bactéries, les vers de terre vont mourir empoisonnés. Donc le sol devient mort parce que, certes, le fait qu'il meure, la plante va s'en nourrir parce que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, mais ils ne sont pas renouvelés. Ils meurent tous en même temps, donc il n'y a plus de renouvellement. Il n'y a plus de vie dans le sol. Le sol devient mort. Quand vous rajoutez à cela le problème des tracteurs qui pèsent très lourd et de plus en plus lourd, bien la terre est tassée et devient dure comme du béton. Donc non seulement il n'y a plus aucun être vivant dedans, mais en plus elle est dure comme du béton. Cela produit malgré tout un effet spectaculaire sur les plantes qui grandissent très vite. Mais l'envers de la médaille, c'est que ces plantes sont faibles, fragiles et vides d'éléments nutritifs pour l'homme. Voilà ce qui se passe quand on ne respecte pas l'ordre naturel des choses. La vérité, c'est que la théorie de la fertilisation avec les engrais chimiques de synthèse repose sur une idée fausse. On a prétendu que puisqu'une plante était formée de substances chimiques, il suffisait d'introduire celles-ci dans le sol, sous leur forme chimique, pour que la plante obtînt tout ce dont elle avait besoin. Voilà un raisonnement typique cartésien, mathématique, chimique, un raisonnement d'équation. Attendez, où est le problème ? La plante a besoin de quoi ? De potasse, de potassium, de je ne sais quoi. On va lui mettre du P, du K, du Na+, du Ne2+. Elle a les éléments, de toute façon ils sont là, donc on les apporte, elles sont là, il les a. Où est le problème ? Voyez ? Pour un matheux, pour un chimiste, il n'y a aucun problème. Les éléments sont là, c'est pareil. Vous voyez, c'est toujours comme ça l'argument, c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. C'est la même formule chimique, d'accord, mais ce n'est pas la même chose. Parce qu'il y en a un qui arrive de manière artificielle et est absorbé directement, et l'autre vient de manière naturelle par la décomposition des êtres vivants qui occupent le sol. Voilà. Eh bien non, ce n'est pas la même chose. Et pour comprendre ça, il faut comprendre la philosophie de la vie. Il faut comprendre la philosophie de l'ordre naturel. Il faut avoir une vision beaucoup plus large, beaucoup plus haute des êtres, de la création, de l'univers. Il faut avoir une vue d'ensemble et pas une vue limitée à des équations chimiques. Ce processus des engrais de synthèse
n'a rien de naturel. La nature ne procède pas ainsi. Le fait que les plantes n'absorbent pas directement ces substances chimiques, mais les reçoivent d'êtres inférieurs à elles, a été ignoré par les fondateurs de l'agriculture chimique. Ils ont donc été incapables d'anticiper les conséquences désastreuses, et pour les plantes et pour l'homme. Il ne faut donc jamais bouleverser les lois naturelles. La révolution industrielle n'est que l'application de la révolution anti-française à l'agriculture, aux lois naturelles de l'agriculture. Et la révolution anti-française s'est révoltée contre l'ordre naturel de la société. La révolution industrielle s'est révoltée contre les lois naturelles de l'agriculture, du sol, des plantes, des végétaux. Voilà. Si on a compris ça, si on veut être vraiment contre-révolutionnaire, si on veut être vraiment efficace dans notre lutte contre la révolution, il faut aller jusqu'à lutter contre la révolution industrielle. Contre la révolution, agricole. C'est toute une société qu'il faut remettre en cause dans ses principes. Respecter l'ordre naturel. Ce qui ne veut pas dire ne pas utiliser certains moyens techniques. Mais ces moyens techniques, la condition première pour les utiliser, c'est qu'ils doivent respecter l'ordre naturel. Donc, d'entrée de jeu, déjà le tracteur poubelle. On n'utilise pas les tracteurs. Et d'ailleurs, de plus en plus de jeunes agriculteurs ou viticulteurs dans les vignes, j'ai vu ça l'autre jour dans une superbe émission sur la Champagne, des racines et des ailes, les jeunes agriculteurs en Champagne reprennent le cheval pour aller dans les vignes. Vous voyez, ils ont laissé de côté le tracteur parce qu'ils ont compris que le tracteur, détruisait leur sol, stérilisait leur sol, et ça avait un impact sur la qualité du champagne. Voilà, c'est tout. C'est pas compliqué. Donc, si vous voulez, il y a toute une démarche à faire, toute une réflexion à avoir sur la société catholique qui respecte l'ordre naturel. Donc, sans pour autant tout rejeter des progrès technologiques ou des progrès scientifiques, mais les mettre au service pour accompagner l'ordre naturel et non pas pour le détruire. C'est ça qui est fondamental. Conclusion de l'exposé, je voudrais vous parler donc de l'éducation et de la vie rurale. Parce que c'est quand même ça, notre but, c'est de transmettre aux enfants et de pouvoir former des enfants qui reprennent le flambeau des anciens pour bien s'occuper de la terre. Dès lors que le sol est asservi à la cité et cesse d'en être le partenaire principal au sein de la civilisation, le désert s'installe. C'est une phrase tout à fait percutante. C'est-à-dire que si on ne respecte pas l'ordre naturel, le désert avance. Il faut donc que cette réaction repose en fin de compte sur l'appartenance au corps mystique du Christ, ainsi que nous l'avons déjà vu. Les éducateurs doivent donc inculquer à leurs élèves le respect et le souci de la vie de famille rurale, réservoir de force pour la nation. Le docteur Willis écrit ce qui suit. Selon ma propre expérience du travail avec les jeunes hommes, on m'a toujours dit que c'était fort bien de les encourager à s'intéresser à la terre, mais qu'on se demandait où ils trouveraient des épouses désireuses de s'y installer. Et ces réflexions sont tout à fait justifiées. La propagande des publicitaires vise tout particulièrement les femmes, et les éducateurs y ont ajouté leur contribution, y compris les dominicaines, de sorte que les idéaux de la femme du monde sont aujourd'hui profondément implantés
dans les esprits de la gente féminine en général. Ces idéaux antichrétiens, dans la mesure où ils érigent une certaine beauté physique, naturellement fugitive, en la chose la plus importante qui soit. Toutes ces publicités sur le maquillage, sur les habits, etc. Ils sont radicalement opposés aux idéaux et aux pratiques de la maison de Nazareth. Mais la notion de femme du monde n'en est pas moins fort prisée parmi nous. Une excessive délicatesse vis-à-vis de la boue et de la sueur, des manières d'un formalisme guindé ne convenant qu'à des halls de marbre, une préciosité de goût artistique ne s'accommodant que de la galerie de peinture ou de la salle de théâtre ou de cinéma, comment voudrait-on qu'une jeune fille élevée dans cet état d'esprit puisse s'installer en milieu rural? Regardez toutes ces petites bourgeoises que nous ont formées les dominicaines. Ah, ces demoiselles ne pensent qu'à faire du latin et du grec. Quand même pas mettre les mains dans la terre pour retourner ou pour arracher les mauvaises herbes, non? Vous voyez, voilà ce que nous a fabriqué la fraternité et la tradition en général. Une catastrophe. Parce que on a voulu donner comme idéal, vous voyez, eh bien, la femme cultivée, qui parle latin, grec, qui a bon goût, alors ça passe des diplômes artistiques, je ne sais quoi. Oui, mais c'est pas comme ça qu'on va refaire la France. Alors, qu'il y en ait quelques-unes qui s'y consacrent, bon, bah, ça c'est normal. Mais si vous voulez de donner uniquement à toutes les élèves cela comme idéal, comme modèle, comme étant ce qu'il y a de mieux, non, c'est pas possible. Là, c'est destructeur. Au contraire, je dirais que celles qui ont le courage de travailler la terre sont bien supérieures aux petites bourgeoises qui sont là avec leurs bouquins et puis leurs manières, etc., etc. Bien des filles de la campagne s'inscrivent dans les écoles catholiques et elles ne retournent pas à la ferme ensuite. Plus que toute autre chose, nous avons besoin, pour la santé de notre société, d'un enseignement des femmes entièrement réorienté, justement pour soutenir leur mari et leur donner à ces filles l'estime, l'admiration pour les hommes qui se consacrent justement à défendre la vie de leur sol. Ce que nous pouvons faire de plus important dans nos écoles, c'est y créer un apprentissage permettant aux jeunes filles d'adopter une attitude appropriée vis-à-vis des fonctions de l'existence qu'il leur est dans leur nature d'accomplir. Et je prie que ma fille, en plus de l'arithmétique et de la géographie, qu'elle étudie, obtienne de ses maîtres un renforcement hors programme des idéaux que nous nous efforçons de lui enseigner à la maison en matière de féminité. Si l'on essaye de faire d'elle une femme du monde, je la retirerai de son école, car j'entends qu'elle ne se coupe ni de la terre, ni du travail, ni des gens ordinaires aimés de notre Seigneur. Je trouve que cette citation du Père Faïl est extraordinaire. Elle résume absolument tout. Et si dans nos écoles de filles, on appliquait juste ces principes tout simples, alors, eh bien, on aurait autre chose que des petites bourgeoises qui se pomponnent devant la glace et qui se piquent de parler latin. Pour ce qui est de l'organisation des agriculteurs entre eux, le Père Fahey évoque juste le principe de la coopérative. Bon, je pense que cela est bien développé aujourd'hui, même si ça reste encore perfectible, par les biocoop, par les ventes directes à la ferme, par tout un tas d'organisations de paniers familiaux, etc. Enfin, regardez sur Internet comment les agriculteurs s'organisent pour échapper justement à l'emprise des supermarchés. Il y a des réactions très intéressantes un peu partout. Donc il faut connaître et surtout qu'il faut développer. Parce que c'est ça la solution pour s'en sortir. Voilà. J'en ai terminé
pour l'agriculture et pour ce soir.